suis heureuse d'accueillir pour vous aujourd'hui le professeur Hilaire Mbillié. Bonjour professeur. Bonjour madame. Alors, le professeur Hilaire Mbillié est un passionné de la bande dessinée. Et dans l'univers congolais, il a commencé avec l'écriture des articles sur la bande dessinée et il a là même écrit des essais et autres sur la BD congolaise que je sais, que j'ai même lu et vu des fois chez des BDistes chevronnés quand même. Alors j'aimerais bien que le professeur se présente pour nous et comme ça on va continuer un peu à faire la cartographie un peu de qui est le professeur et pourquoi on est là aujourd'hui. Bon, je m'appelle Hilaire Mbillié Lumbala. Je suis professeur d'université à l'Université catholique du Congo et à l'Université pédagogique nationale. Je suis spécialiste de la communication visuelle. C'est dans ce sens que j'ai présenté ma thèse de doctorat en communication sur la bande dessinée africaine d'expression française. Après ma thèse, j'ai publié plusieurs articles sur la bande dessinée africaine, bande dessinée congolaise et aussi sur la caricature congolaise. Depuis un certain temps, je prends part à plusieurs colloques, plusieurs festivals sur la bande dessinée africaine. Et aussi je suis membre parfois des jurys des concours sur la BD africaine. Voilà, schématiquement présenté. Très large échantillon en tout Oui. cas. En tout cas, nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre de ce projet. Et nous aimerions de tout en bout, comme ça, que vous nous parliez un peu de l'historique de la bande dessinée congolaise. Pour moi, au fait, j'ai une vague idée de ce qui a été la bande dessinée ici à l'époque coloniale déjà, avec les aventures du Tintin au Congo. C'est la première BD qui est arrivée en RDC. C'était en 1930, si je n'ai pas oublié. Et par la suite, après la guerre mondiale, les premières productions purement congolaises ont commencé dans les journaux avec la revue Antilope qu'on voit là en 1958 et on voit en 1968 avec Mongo Cissé et tout le reste. Alors vous pouvez nous dire un peu un éventail de tout ce que vous avez vécu à cette époque-là avec l'ébullement du 9e art. Vous avez déjà tout dit, je pense. Alors vous avez déjà tout dit. Alors, l'histoire de la bande dessinée congolaise va presque dans tous les sens. Alors, ça dépend d'un auteur à un autre. Alors, en ce qui me concerne, moi, je subdivise l'histoire de la bande dessinée africaine congolaise en 3 étapes. Je vais de 1948 à 1959, de 1960 à 1970 et de 1980, pardon, et puis de 1990 à aujourd'hui, disons, aux années 2000. Ainsi, je divise la BD congolaise en deux périodes. Il y a une période où on peut parler de la bande dessinée sans bulle. Ouais. Là, c'est de 1948 jusqu'à 1959. Là, c'est la bande dessinée Mbumbulu, qui était publiée dans nos images. Nos images, c'était une revue publiée par le Fonds pour les indigènes. Ouais. Et Mbumbulu, c'était juste une BD éducative où on apprenait aux évolués quelques vertus de l'épargne, de l'hygiène, de la propriété. Et 10 ans après, en 1959, le missionnaire de Saint-Paul, avec les rééditions Saint-Paul à l'époque, aujourd'hui qu'on appelle Mediapol, ils ont publié le journal, le magazine Antilope. Là-dedans, il y a eu aussi Albert Monguita et le Koli qui ont publié une bande dessinée appelée Mukwa Pamba. C'était une page dans chaque numéro de l'Antilope. Les 2 BD, que j'ai considéré comme la préhistoire de la BD congolaise, c'était des BD sans bulle, sans phylactère. Alors les textes étaient repris en dessous de l'image comme au théâtre.
Par exemple, Mukwapamba, c'était, par exemple, on met Mukwapamba, on met le dialogue. C'est comme ça se faisait comme au théâtre. Là, c'est la première période. Bon, je me rappelle que Monguita, c'était un grand metteur en scène et acteur de théâtre. Voilà, il était même animateur à la radio. Exactement. À la radio à l'époque. Ça, c'était. Il y avait même à l'époque de Mobutu une salle qui porte, la salle sur l'avenue qui porte son nom, la salle Monguita. Ça existe toujours. Voilà, oui. Alors, la deuxième période, c'est de 1960 à 1980. Là, on va apparaître les magazines de bandes dessinées. Alors, les magazines de bandes dessinées, comme Jeune pour Jeune qui était créé par Achille Flore Ngoy, oui, et Moulongo. C'était qui avait animé le Jeune Afrique avec comme dessinateur Boyao qui est le père de Tonton Skoll, comme je sais, l'appelais ainsi. Oui. En 1980, Mongo Sissa tentait encore une revue, un magazine, BD Afrique, qu'il appelait Magazine Pan-Afrique de la bande dessinée. Là, c'était toute une école de bande dessinée où il était entouré de plusieurs jeunes. En fait, là, c'était des planches qui étaient publiées dans ces revues et magazines. Okay. Oui, c'était des magazines. C'est pour ça que vous êtes dans Jeune pour Jeune, vous trouverez par exemple, il y avait les aventures d'Apollosa, les aventures de Moloch, de Sinatra et consorts. C'était des planches, mais c'était comme de séries. Alors, à Lubumbashi, il y avait aussi une revue, Alama, qui n'a connu qu'un seul numéro, oui, qui était animé par des dessinateurs comme des Kombikok, des Moutonji, Kanimbo, Kalend, etc. Alors, dans notre temps, il faut aussi signaler, en 1990, la création de Afro BD. Afro BD, c'était une revue qui a été créée par la CRIA. La CRIA, qui regroupait des jeunes gens autour de Barli Barouti. La CRIA, c'est la toute première association de dessinateurs congolais. La CRIA organise depuis 1991 le salon africain de la bande dessinée et de la lecture. Après Afro BD, au même moment, il y a eu Évasion, une autre revue de BD qui était animée par Roger Belley, et Lou Batontila et Fifi Mukuna. Fifi Mukuna qui était à l'époque considérée comme la première dessinatrice congolaise de la bande dessinée. Il y avait aussi Bleu Blanc, qui est presque à la même période, c'est un magazine réservé aux élèves de primaire et de secondaire, qui était animé par Kizito Mwanda. Il y avait Almata aussi, oui, qui travaillait tous. Almata ne travaille plus au Congo. Il y avait aussi Eric Sala. Eric Sala, c'est un philosophe. Lui n'a pas fait l'Académie des Arts. Lui est licencié en philosophie de l'Université catholique du Congo et qui dessinait. C'était un autodidacte. Et aussi, il y avait Fifi Mukuna dans Bleu Blanc. Alors, maintenant, il faut revenir un peu après, dans les années 70. Là, c'était une autre orientation, c'était la bande dessinée dans la presse. Okay. C'est là où on a trouvé Mongo Sissé, qui publiait dans Zaïre Hebdo, de septembre 1972 jusqu'à décembre 1975, chaque semaine, 2 planches des aventures de Matamate et Pili Pili. Alors, il a publié pendant ces années le chèque, qui est allé de 1972 à 1973, la médaille d'or, qui est allée de janvier à septembre 1974, et la poudre de chasse de juillet-décembre 1975. Ça, c'est brièvement tracer l'histoire de la bande dessinée. Alors maintenant, à partir des années 80, c'est un autre courant, le courant que moi j'ai appelé les revues, les magazines. Il faut aussi ajouter les albums. C'est à partir des années 80 qu'on va apparaître les albums. Les premiers albums, c'est comme La voiture et l'aventure. C'est l'aventure de Barli Barouti, les boys les aventures de Matamate et Pilipili, les boys de Mongo Sissé. Les Congolais commencent à s'intéresser à la publication des albums, soit individuels, collectifs, ou soit des collectifs, soit un recueil
de planches qu'on regroupe dans un seul volume. Ça, c'est la période de 1960 à 1980. 1990, c'est ce que moi j'appelle nouvelle génération de nouvelles ambitions. Là, on voit pas mal de jeunes gens qui s'intéressent à la bande dessinée. Alors, il faut maintenant souligner qu'à partir de 1990, il y a la création de la CRIA et il y a d'autres, la création de CRIA, la publication de magazines. Et j'étais à Kinshasa à l'époque, c'était tout un engouement, parce que c'était pour la première fois qu'on organisait un salon de la bande dessinée. C'était là où se trouve aujourd'hui l'ambassade de la France. Là, oui, on avait confié à Barly, à la CRIA, cet espace pour organiser le premier salon de la bande dessinée. Alors, il faut aussi noter qu'il y a trois pôles de la bande dessinée au Congo. Il y a Kinshasa, il y a Lubumbashi et aujourd'hui il y a Bukavu aussi. Voilà. Il y a à Kinshasa, à Lubumbashi, je vais voir maintenant mes notes. À Lubumbashi, il y a le groupe qui est dirigé par le Sami Balogi. Sami Balogi, Michel Kabangu, Tommy Hill, Théo et Trésor Chamala, Techim. Voilà, ils ont organisé déjà à Lubumbashi deux ateliers. En 2006, l'exposition Crayon de cuivre, et en 2009, ils ont organisé le premier festival en faveur de la bande dessinée. À Lubumbashi aussi, il y a une association qu'on appelle Vicano Club. Voilà. À part Lubumbashi, il y a aussi, comment ça s'appelle, à l'est, il y a Bukavu. Il y a là aussi deux associations. Il y a l'association des BDistes de Bukavu à Buc et l'Union des jeunes artistes, dessinateurs et peintres, JADEP. La Buc est créée et dirigée par Séraphin Kajibouani, qui est un des grands de la bande dessinée à l'Est. Il y a aussi Flavien Tanganiyampi. Après, à Buc, il y a eu JADEP. Le JADEP, quant à elle, s'est fixé comme mission de mettre le talent de ses membres au service de la sensibilisation. C'est pour ça qu'ils ont publié quelques bandes dessinées pour sensibiliser le jeune, surtout la sensibilisation à la paix. Donc pour eux, on peut parler de Pax Bellum, c'est-à-dire de la bulle de la paix, la bulle au service de la paix. Le magazine, la BD que j'ai là, fait partie aussi du même collectif. Voilà, oui. Ça a été produit par contre à Goma pour une sensibilisation pour laver les mains. Voilà. C'est en Swahili d'ailleurs. Voilà, la bande dessinée éducative, qui existe aussi. Comme celui-ci, l'héritier, c'est aussi une bande dessinée éducative. Voilà, voici un peu. Alors, on peut aller jusqu'à aujourd'hui des jeunes qui sont réunis en une association appelée Nouvelle Dynamique de la bande dessinée, qui est dirigée par Jérémy qui a travaillé avec Barly, donc qui est aujourd'hui devenu maître, comment il s'appelle, Jérémy qui dirige le Nouvelle Dynamique avec son album. C'est pour ça que je parle d'une nouvelle génération, nouvelles ambitions. Jérémy publie des BD qu'il vend à petit prix, c'est pour que tout le monde soit en mesure de se procurer ses œuvres. Là, je présente un peu brièvement, d'une manière schématique. Je peux renvoyer à certaines de mes publications pour lire au fond l'histoire de la bande dessinée afro-congolaise qu'on doit continuer à rédiger. Par exemple, la partie de 2012 à aujourd'hui, ce n'est pas encore très bien étoffé parce qu'il y a des nouvelles et la plupart, à cause des difficultés, il faut aussi souligner que les auteurs congolais font face à plusieurs difficultés. La première difficulté, l'édition. Il n'y a pas de maison d'édition, il n'y a pas de maison d'édition spécialisée au Congo. C'est pour ça que tous ils migrent vers l'étranger. Malheureusement. Voilà. Il y en a qui trouvent que rester au Congo, la BD ne nourrit pas son homme. C'est ainsi qu'ils sont allés, la plupart vont aller à l'extérieur pour se faire éditer. C'est ainsi que Pat Massioni, avec Rwanda 94, a été édité par l'Harmattan. Non, ce n'est pas l'Harmattan, c'est... Le titre va venir. La maison d'édition va venir après. Bon, il faut aussi autre chose pour la maison d'édition. Il y a l'Harmattan qui est revenu, qui a créé même une collection, qui est dirigée par
Christophe Cassio, l'Harmattan BD, où la plupart des dessinateurs congolais ont publié, notamment, je cite le tout grand Mongo Cissé, à titre posthume, on a publié son album Mokanda. Alors, il faut aussi ajouter la BD en langue congolaise, mais je vais plus particulièrement parler de la BD en lingala. Exact. Quand Jeune Projet avait commencé, il y avait Jeune Projet était bilingue. Il y avait des aventures en français et des aventures en lingala. Et dans les années 90, 2000, a vu jour une autre BD qu'on appelle la BD populaire, qui est animée par Fumweto. Alors, les caractéristiques de cette BD, c'est une BD, à part Fumweto, la plupart n'ont pas fait l'Académie des Beaux-Arts, la plupart sont des autodidactes, comme ceux qui font la peinture populaire, comme Chéri Samba. Ce sont des autodidactes qui ne sont pas passés par la peinture, par l'Académie des Beaux-Arts, à part Fumweto. Et une des caractéristiques aussi, c'est le fait que c'est des BD imprimés sur du papier simple, papier jaune, papier simple, qui est vendu même à même les sols. À l'époque, c'était vendu autour du marché. La BD, j'aime bien le dire, la BD populaire exploitait les thèmes bien de chez nous. Alors, quand vous lisez tout, vous allez vous rendre compte que c'est tout ce qui se raconte dans les bus, dans les taxis, dans le deuil, dans les nganda, dans les terrasses. Alors la BD populaire ramassait tout cela. C'est ainsi que vous verrez quelques titres que je cite un peu dans mon article ici. Par exemple, Satan a boyi Mobutu. Mobutu a senté moi c'est dans le deuxième monde. Mobutu a lié ça, Satan coup d'État. Maman a typique Batumbi Mobutu dans le deuxième monde. Voilà, ça ce sont des titres qui révèlent les réalités bien de chez nous. Comme dirait un film, ça se passe tout près de chez nous. Alors je ne peux pas terminer sans parler de la bande dessinée populaire qui a à ce moment eu du succès avec Fumweto premier. Exactement. Alors s'il va me suivre, je le salue. Et puis on a eu Joëf le Parisien. Joëf le Parisien, voilà, oui. Banda. Voilà tout ça. Et puis en parlant de Médiaspol, il y a eu d'autres, les contes de chez nous, en fait, voilà, ça c'est la bande dessinée. Voilà. Satonguebia, voilà. Et le reste, tout ça, ça fait. Bon, là c'est à propos des thèmes, si on doit parler des thèmes, il y a la bande dessinée congolaise a exploité tous les thèmes. Exact. Il y a par exemple la fiction, comme La voiture c'est l'aventure. Il y a la BD éducative, comme L'héritier. Il y a la bande dessinée qui reprend les contes de chez nous. Exact. Là, c'est toute une édition qui est publiée par les éditions Saint-Paul séparant, par exemple, Les oreilles ne dépassent jamais la tête, Chamazulu, qui d'une manière ou d'une autre, cette BD fait partie aussi de la BD éducative. Il y a la BD historique. Il y a, par exemple, comment il s'appelle? Celui qui a publié les 2 volumes de Simon Kimbangu. Ah oui. C'est Jean, comment il s'appelle? Les noms. J'ai oublié. Mais en outre, on a parlé aussi avec Madame Livingstone. De Madame Livingstone. Il y a qui, dernièrement, comment il s'appelle, Abati Simba, qui a publié avec Lumumba. Alors, il y a aussi la BD historique. Il y a aussi la BD de sensibilisation, par exemple, Kuna Napoto. C'est une BD pour décourager l'immigration. Voilà, il y a pas mal de la BD, comme j'aime le dire dans un de mes textes, la BD congolaise existe, elle se lit, elle se vend. Oui. La BD congolaise a ses personnages devenus presque nos concitoyens, comme Mouta et Mapeka, comme Apollosa. Je ne vais pas parler de Kinabel. Et j'ai oublié de parler de tout jeunes. Voilà. Il y a Lumu et Massanka. Ouais. Massanka, dont j'avais présenté la BD au Centre ONU de Bruxelles. Voilà les 2 jeunes qui ont écrit, ils étaient encore aux humanités. Okay. Voilà, ça, il y a tout au Congo. Il faut qu'il y ait soit un grand sponsor pour lancer ces jeunes gens. Le Congo, j'avais écrit un article, une chronique au sujet du premier salon. J'ai terminé ma chronique en disant
comme Ouagadougou est la capitale du cinéma africain, Kinshasa doit devenir la capitale de la bande dessinée africaine. J'en viens à me demander, au fait, le rapport qu'il y a entre la BD classique et la bande dessinée populaire. Parce que je me rends compte que dans notre production première en RDC, à l'époque du Zaïre, à l'époque du Congo belge et tout le reste, nous avons plus produit, au fait, la bande dessinée plus populaire, qui était plus pour l'éducation, pour sensibiliser ou faire des formations et autres par rapport à la population. Actuellement, il y a plus de productions, surtout nos auteurs qui nous viennent d'ailleurs. Il y a des productions, au fait, qui sont un peu plus classiques, je dirais. Il y en a qui sont un peu plus étudiées d'ailleurs dans le genre de Barli Barouti qui te fait des romans graphiques, par exemple. Là, c'est le roman graphique, oui. Voilà. Alors, il y a les BD de Cash, il y a les BD historiques aussi avec Bati Asimba. Oui. Il y a les BD de fiction avec Alain Palikou, il parlait de Missy, dont on a confondu pendant longtemps s'il s'agissait de moi. Alors, il y a un peu de tout ça, au fait, l'ambiguïté qu'il y a avec notre style première, avec la BD populaire et la BD classique qu'on a connue en fait, qui nous est venue par la suite. Qu'est-ce que vous ferez comme approche par rapport à ça? Qu'est-ce qui appartiendrait mieux et qui serait mieux adapté pour les lecteurs congolais, par exemple? Bon, il faut d'abord... j'ai l'impression qu'on n'a pas le même entendement de la BD populaire. Ok. La BD populaire, ce n'est pas le contenu. C'est cette bande dessinée qui est apparue à un certain moment de l'histoire de la bande dessinée. Les années 70. Pour moi, la bande dessinée populaire commence avec les années fin des années 80 et début des années 90, durant toutes les années 90, même 2000 aussi. Okay. Alors, la définition qu'on donne de la bande dessinée, je reprends ici la définition que j'ai mise dans mon texte. La bande dessinée populaire, c'est celle qui est réalisée en dehors des circuits officiels. Ah, d'accord. Des circuits officiels. La plupart des auteurs de cette bande dessinée sont des autodidactes. Ils n'ont pas fait l'académie de Beaux-Arts. Ils n'ont pas fait l'académie des Beaux-Arts comme Fumueto et d'autres. Le seul point commun, c'est que tous ont maîtrisé le langage de la bande dessinée. La planche est divisée en strips. Divisé en strips, les strips divisés en cases. Dans la case, on trouve le phylactère ou le bulle et l'illustration. Alors, tous ont la maîtrise du langage de la bande dessinée. Mais c'est au niveau de la production où on trouve que c'est une bande dessinée qu'elle est produite en dehors du circuit officiel de la production. Elle est à bon marché et réalisée sur du papier de qualité médiocre, des formats A5 et distribuée dans l'informel. Elle se veut une BD de la proximité, celle qui reprend des scènes ou fait de la vie quotidienne et reflète ainsi la réalité vécue de la société quinoise. Elle se veut aussi une voix de la rue, qu'on les écoute dans le bus et taxi-bus, dans les terrasses, dans les bars, dans les lieux de travail ou dans les foyers, au marché, dans n'importe quel lieu où deux ou plusieurs kinos se rencontrent. Voici comment moi je définis la bande dessinée populaire. Donc on n'a pas le même entendement de la définition populaire, de la BD populaire. Mais tous les deux, classiques ou populaires, ce que je remarque, ont la maîtrise du langage de la bande dessinée. Par rapport à Mukwapamba et Bumbulu, qui sont des BD sans bulles. Mais la BD populaire, c'est une BD, je l'ai dit quelque part dans mon texte vers la fin, quand je termine, que ces jeunes gens maîtrisent le langage de la bande dessinée. Je l'ai dit outre la qualité du papier et les circuits de la production, la bande dessinée populaire respecte le langage de la bande dessinée. Planche, strip, case, texte en bulle, récitatif et en liberté. Voilà. Il n'y a pas de différence. Quand vous prenez la BD populaire de Fumueto et consorts, c'est le langage de la bande dessinée respecté. C'est la même chose. Mais ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est la BD de la proximité. Donc tout Kinois,
s'identifient. On peut même appeler ça les chroniques qui noient. Bon, à l'époque, il fallait lire, dès que les musiciens se battaient, demain, il y avait une bande dessinée. C'était comme une suite de l'information. Voilà, Voilà. Oui. Chacun peut, selon son point de vue, définir la BD populaire. Moi, je la définis de cette façon. Ok. Moi, je l'ai définie selon l'accessibilité, au fait, les moyens de l'acquisition. Oui, c'est critère-là sont chez moi aussi. Exactement. Ouais. Alors, je me demandais si elle était plus adaptée dans notre contexte congolais ou c'était plus... parce que ceux-là, c'est pas tout Congolais qui peut se permettre d'acheter une bande dessinée cartonnée, tout ça. Cartonnée et tout le reste. Alors, et pourtant, ceux-là, à partir de 500 francs, 1000 francs, il y a certains qui peuvent se... Bon, moi, je ne sais pas. À l'époque des Jeunes pour Jeunes, moi, j'étais en Boujemaï. On savait tous que le mercredi, on allait à la librairie Lika, qui existe encore jusqu'à présent. Je l'ai visité en 2018. Okay. On allait à la librairie Lika. Tous les mercredis, on achetait des Jeunes pour Jeunes. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est pour soulever un autre problème qu'on n'a pas soulevé. C'est le problème de la diffusion de la bande dessinée. Oui. Ceux qui publient en Europe ne sont pas connus à Kinshasa. Malheureusement. Même ceux qui publient à Kinshasa ne sont pas connus à l'intérieur du pays. Ceux qui sont publiés au Congo ne sont pas connus dans les pays voisins. Ça, c'est un des problèmes de la bande dessinée africaine. En général, c'est les problèmes de la diffusion. On peut dire, bon, comment faire la promotion de la BD congolaise, produite à l'étranger comme produite sur place. Il y a tous les projets de créer les centres congolais de la bande dessinée. Ça va venir quand? Bon, peut-être avec ça. Bon, peut-être avec la création avec le nouveau musée. On peut créer une branche, par exemple, art visuel. Voilà. Et dans les arts visuels, on peut ajouter la bande dessinée. Je pense que les nouveaux musées peuvent sauver la bande dessinée en créant un département de la bande dessinée. Parce que les musées aussi protègent, sauvegardent l'histoire d'un art. On pourrait arriver à ce moment-là à garder et à sauvegarder l'histoire de la bande dessinée congolaise. Nous sommes parmi les meilleurs dessinateurs de l'Afrique. Hein. Exactement. Les talents nous viennent de la Belgique parce que la Belgique est aussi la terre de la bande dessinée. Donc, bon, je l'ai dit avec humour. Comme on dit, quoi, on a hérité de ça de son oncle. Nos oncles, comme on le dit à Lingala, nos oncles, donc ça va. Oui. Ça ne nous dérange pas trop. Voilà. Et dans votre parcours, vous êtes dans beaucoup de pays, vous participez à beaucoup de colloques, beaucoup de festivals de la bande dessinée. Je voulais savoir quel était votre coup de cœur en tant que bédologue. Quel coup de cœur vous avez eu pour un auteur? Et c'est lequel? Un contemporain, si je peux l'appeler ainsi, ou des anciens auteurs, ou bien c'est une histoire qui vous avait captivé plus, ou c'est un personnage qui sortait de vous? Bon, en tout cas, moi, je les aime tous. Ah oui, j'aime tout ce qu'ils publient, mais j'aime certaines bandes dessinées particulièrement, par exemple, pas par l'auteur, par les thèmes exploités. Exact. Alors, j'ai aimé plus les aventures de Matamata et Pilipili. Pourquoi? En fait, dans mon enfance, j'ai regardé des films. D'accord. Enfin, les personnages Matamata et Pilipili ont été repris des films éducatifs, missionnaires, réalisés à Kananga par le père Albert Hilstart. Père Albert Hilst. Et c'était organisé à Kananga. Si vous tapez sur Google Matamata et Pilipili film, vous verrez quelques extraits de ces films-là. J'allais en venir avec ce qui nous touche actuellement, la pandémie du coronavirus, avec votre métier et tout ce que vous faites au fait en dehors de la capitale en tant que professeur, vos voyages dans les festivals. Qu'est-ce que ça a eu comme impact au fait dans votre travail de bédologue? Bon, pendant le premier confinement, je me suis enfermé pour mettre au point un manuscrit. J'ai dit tout à l'heure que je cherchais un éditeur. J'ai fait un recueil de mes meilleurs articles. Exact. Et puis pendant le confinement, j'ai encore produit un article que j'ai intitulé « De la tribu à la nouvelle tribu, réflexion pour une génération sans tribalisme ». Alors, pendant le confinement,
c'était un peu ennuyant. Les premières semaines, on croyait que ça allait se terminer vite. Après, je me suis rendu compte que ça va prendre 2 mois. Et puis, comme je suis tout près de l'Université catholique, j'ai quitté la maison à 8 heures. J'allais m'enfermer dans un bureau à l'Université catholique. À midi, je prenais ma pause. Le soir, je rentrais à la maison. Et je ne me suis plus ennuyé. Et j'ai profité de ça pour travailler. Bon, quand j'enseigne, j'essaie de respecter, je demande à tout le monde de respecter la maladie existe au Congo. Ouais. Parce qu'il y en a qui doutent. La maladie existe, nous devons prendre cela au sérieux et puis respecter les gestes barrières. Exactement. On a perdu des profs d'université, on a perdu des amis, on a perdu des proches. Il ne faut pas croire que ça ne frappe que les autres. Non, ça peut vous frapper aussi, comme on dit. D'accord. Voilà. Et dans votre travail, donc, ça a été bénéfique, au fait. Oui, moi j'ai profité du confinement pour écrire, mettre au point un manuscrit, puis écrire un long article de 30 pages que je veux plus après quelques mois transformer en petit ouvrage, tout ça, parce que j'ai réfléchi sur les tribalismes. Intéressant. Voilà, oui. Pour l'avenir, moi j'aimerais savoir, parce qu'on en vient tout doucement là à la fin, le futur de la bande dessinée en RDC, comment vous le voyez? On va voir le paquet là. Voilà. J'ai la joie de montrer à ceux qui vont me suivre, voici l'avenir de la bande dessinée. Bon, mon dernier rêve, c'est un jour de faire aussi un scénario et choisir un dessinateur. Alors ça, c'est un projet, alors j'y travaille. Ça va. Je mettrai en scène mes enfants. Voilà. C'est ça le futur. Voilà, c'est le futur, oui. Et ça va perpétuer et ça va continuer. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis en tout cas. On a eu notre professeur Hilaire Billet qui nous a conduit dans le monde de la BD des années 1930 à nos jours. Et j'espère que vous avez aimé notre rencontre d'aujourd'hui et que vous n'allez pas vous lasser de suivre et de participer au fait par les commentaires dans cette vidéo à notre site web et à nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook et tout le reste, là où vous allez nous suivre. Merci encore et très bonne suite dans le monde de la BD à vous. Merci. Pour l'invitation.